BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on va parler du neuf, et on va parler de l'ancien, et on va essayer de mieux vous faire comprendre les enjeux qui sous-tendent maintenant ce marché qui était déjà en crise, vous le savez si vous nous suivez jour après jour. Première demi-heure donc qui concerne le neuf. Bonjour Jean-Louis Dellauro. Bonjour Cédric. Journaliste BFM Business, et grâce à vous on va essayer de poser un petit peu les choses, d'abord sur l'état des lieux dans le neuf. On va pas mâcher nos mots, ça va mal. Oui, c'est assez simple, hein. Tous les voyants sont dans le rouge. Déjà, les permis de construire, hein, les permis qui ont le nombre de permis a brutalement chuté depuis août dernier. On est quasiment à moins 18%, hein, c'était un pic en août dernier. Mais il faut quand même le dire, ça reste un niveau finalement qui est encore à peu près correct. On tourne autour des 430 000 logements autorisés au cours des 12 derniers mois, ce qui est grosso modo dans la moyenne de ces dernières années. Mais le problème, c'est la tendance. Mais ce sont surtout les mises en chantier qui sont très basses. Ça va très bien à chaque fois de parler des permis de construire, mais une fois qu'on a le permis, encore faut-il que ça se traduise par des logements qui sortent de terre. Tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu un tel décalage entre le nombre de permis et le nombre de chantiers lancés. Donc on voit bien qu'il y a un souci. Et donc là, on est à peine à 350 000 chantiers qui ont été lancés au cours des 12 derniers mois. C'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis la pandémie, tout simplement, le confinement. Et sinon, il faut remonter à 2014-2016 pour voir de tels niveaux. Or, la population française était bien inférieure. Et puis, c'est ce que je vous disais, on sent que ça va s'empirer dans les mois qui viennent. Alors pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à construire? Le premier facteur, ce sont bien sûr les taux d'intérêt. Face à l'inflation, les grandes banques centrales n'ont pas vraiment eu le choix, hein. Il fallait remonter les taux pour calmer l'inflation. Mais résultat, la remontée a été brutale, notamment dans l'immobilier. On empruntait à 1%, autour de 1% début 2022. Un an et demi plus tard, c'est 3 fois plus. On tourne autour de 3,3%. Ça, ce sont les derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Et ça, c'est toute durée confondue. Et donc, qui dit des taux plus hauts, dit des budgets plus petits pour les acheteurs. Ça veut dire quoi très très concrètement, Jean-Louis, en termes de perte de pouvoir d'achat immobilier, cet impact taux sur nos capacités d'emprunt? Alors moi, je vous ai pris un exemple qui est assez classique. Un couple, on va dire de 35 ans, la trentaine, qui gagne 4 000 euros à eux deux. Donc ils peuvent rembourser une mensualité d'un tiers de leurs revenus, grosso modo. Début 2022, ils pouvaient emprunter autour de 340 000 euros sur 25 ans. Aujourd'hui, avec les mêmes revenus, le même couple, leur capacité d'emprunt est passée à 255 000 euros. Ils ont perdu 85 000 euros en 18 mois, c'est considérable. Et puis c'est encore pire si on regarde en mètres carrés, parce que les prix, eux, ils ont augmenté. Oui, parce que les prix, on le dit, ça commence à se détendre un tout petit peu dans l'ancien, mais sur le neuf... Ah non, non, absolument pas, c'est même tout le contraire. Les prix ont encore gonflé de 6,6% sur un an en mai dernier. Ça, c'est les chiffres du laboratoire de l'immobilier. Et avec un prix au mètre carré qui est quand même à 5 600 euros en moyenne dans le neuf. Alors pourquoi ça grimpe encore? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, vous avez bien sûr le coût des matériaux. Il y avait eu une explosion des coûts avec la pandémie puis la guerre en Ukraine. C'est en train de se calmer, mais ça va dépendre des matériaux dont on parle. Par exemple, le prix du bois, lui, est complètement redescendu à son niveau d'avant Covid. En revanche, le cours du cuivre, lui, il reste assez élevé. Puis il y a aussi les coûts de l'énergie qui avaient beaucoup gonflé, là qui sont en train de se tasser, sauf que ça prend encore plusieurs mois avant que ça se retrouve dans les prix des matières premières. Ensuite, bien sûr, il y a les normes de construction. On fait des logements qui sont mieux isolés avec les nouvelles normes RE 2020, RE 2020. Et ça, ça coûte évidemment plus cher. Vous avez les salaires aussi des ouvriers qui ont augmenté du fait des pénuries de main-d'œuvre, aussi de l'inflation. Donc ça, c'est aussi classique. Et puis vous avez aussi un autre coût très important dans le neuf, le foncier, le prix des terrains. Et dans les zones tendues, trouver un terrain, ça devient de plus en plus difficile et ça coûte de plus en plus cher. Mais Jean-Louis, l'État nous a dit qu'ils avaient conscience de cette crise du logement. On nous parle de bombe sociale, en veux-tu, en voilà. Ça va s'améliorer là? Alors non, on peut même s'attendre à ce que ça plonge encore. Il y a plusieurs raisons déjà. Les annonces du gouvernement sur le logement vont plutôt assécher la demande que l'alimenter, avec deux éléments forts. À la fin du Pinel à partir de 2025, donc ça va être concrètement moins d'immeubles et moins d'appartements construits. Mais peut-être que les gens vont se précipiter sur le Pinel avant que ce soit terminé. Petit effet d'aubaine là. Ça, c'est pas impossible qu'on voit ça. Et du coup, le gouvernement nous dira qu'ils ont bien fait. Oui, c'est ça. Et on dit, vous voyez, il n'y a pas de crise, regardez, on a pris les bonnes mesures. Mais surtout, plus inquiétant, il y a les modifications sur le PTZ, le prêt à taux zéro. Le gouvernement veut le recentrer sur les zones très tendues à partir de 2024. Et en plus, vous ne pourrez plus vous en servir pour construire votre maison. Et là, ça va coincer, parce que
En gros, le PTZ, c'est 33 000 maisons qui sont construites actuellement par an. Grâce au PTZ. C'est un tiers. C'est un tiers du marché qui va certainement disparaître parce que en plus c'est pas des profils qui peuvent se permettre généralement de boucler les opérations sans ce petit coup de pouce. Et puis il y a aussi du côté du logement social, hein, on en parle un peu moins, mais c'est pareil, la construction elle est en berne et c'est assez simple à résumer. Le gouvernement a laissé moins d'argent aux HLM ces dernières années et tout en leur demandant de rénover leur parc et leur passoire thermique. Et donc ils construisent moins qu'avant, c'est assez logique. Plus globalement, il faut le dire, les problèmes du neuf, ça a un impact sur l'ensemble de la chaîne immobilière. Hein. Moins de logements construits, ça veut dire moins de locataires qui deviennent propriétaires, ça veut dire plus de tensions sur le marché locatif du parc privé, mais dans le logement social aussi, ça veut dire plus d'attentes pour trouver un logement pour les publics les plus fragiles. Donc la crise du logement, ça y est, on est en plein dedans. Eh bien, on va en parler de tout ce que vous nous avez dit, Jean-Louis, avec un certain nombre de nos invités. D'abord, Cécile Roclor, qui va nous servir de fil rouge tout au long de cette heure d'expertise pour Empruntis. Bonjour, Cécile. Bonjour, Cédric. Bonjour, merci Marie. d'être avec nous. À vos côtés, Barbara Kirali. Bonjour, Barbara. Bonjour, Cédric. Habituée du Club Imo pour Le Moniteur. Et puis, deux professionnels également. Norbert Fanchon. Bonjour, Norbert. Bonjour. Pour le groupe Gambetta et Sylvain Massonneau. Bonjour Sylvain. Bonjour. Constructeur de maisons et vice-président du pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment. D'abord votre regard de pro là. On avait un peu jasé quand il y avait des contraintes d'agenda qui avaient reporté CNR, mais on s'était dit bon, après tout, c'est reculer pour mieux sauter. On va en avoir pour notre argent. C'est reculer pour mieux sauter, ouais. Pour mieux exploser, c'est ça? C'est reculer en arrière même, c'est Back to the Future pour avoir un titre de film. On a des mesures qui correspondent... Le gouvernement n'a pas compris que les taux d'intérêt étaient passés de 1 à 4, que l'Euribor était négatif en août, il est à 3 à 30 aujourd'hui. Ils auraient pris les mêmes mesures il y a 1 an et demi, je pense qu'on n'aurait rien dit. Mais aujourd'hui, on a besoin du PTZ. Enfin, si on veut financer ce choc de la dette, ce choc du crédit, on a besoin du PTZ, et surtout en maison. Et on a besoin de soutenir les investisseurs. Le gouvernement pensait que les particuliers ne servaient plus à rien dans l'investissement. Contact. Mais les institutionnels ont disparu et on n'est pas prêt de les revoir. Et donc, si on veut du locatif privé, il faut faire revenir les investisseurs, particuliers ou privés. Donc, il faut que le gouvernement comprenne qu'on n'est pas en 2021 ni 2022, que l'argent coûte cher. Mais justement, Sylvain Massonneau, vous êtes constructeur de maisons? Oui. Comment ça va? Non, parce que c'est la vraie question. Ça va moins bien que la météo. J'ai l'impression qu'il y a cette espèce d'ignorance que derrière toute décision, il y a quand même des gens qui ont des entreprises. Et alors, c'est exactement ça. Le ressenti qu'on a eu côté constructeur, c'est l'application d'une méthode qui est celle du docteur Guillotin. C'est-à-dire on coupe, on tranche. Un peu brutal et difficile de survivre à cette méthode. Donc là, vraiment, il y a une urgence. C'est la survie de nos entreprises qui est engagée aujourd'hui. Et ce qui est particulier, c'est vraiment sur tout le territoire. La zone C qui est particulièrement visée par les mesures, la zone C... On parle pas de vacances scolaires, là. Non, on parle bien de l'aménagement du territoire. C'est 93% de la surface du territoire français qui est impactée par cette mauvaise décision. Ce pseudo-plan de relance, qui était un plan de refondation, c'est des refondations qui ont été dessinées à la main gauche, donc c'est pas terrible, c'est pas très stable. Je me fais l'avocate du diable, mais en même temps on nous dit qu'il faut arrêter d'artificialiser les sols. Est-ce que finalement c'est pas conforme à cette volonté politique? Alors c'est la volonté politique, c'est un choix. Malgré tout, il faut regarder l'impact humain. Nous sommes plus sur la planète. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, il y a 5 générations qui cohabitent en même temps sur la planète. 5 générations, il faut les loger malgré tout. Et c'est pas dans des petits logements qu'on peut se retrouver à 5 générations. On est obligé, nous sommes contraints par l'accroissement de la population mondiale, hélas, oui, d'avoir un impact de construction plus important. Il faut malgré tout construire. Rénover, c'est une évidence, mais construire, c'est un... Et juste très concrètement, dans votre entreprise, le prêt à taux zéro pour faire construire sa maison, c'était quelle part de vos ventes aujourd'hui? Ouais, ça pouvait aller jusqu'à, selon les années, en fonction du type d'offre foncière que nous avions à disposition, ça allait entre 25 et 45% des montages d'opérations, donc ça pouvait être assez sensible. Quand on avait des offres proches de la ville, où c'est plus cher, on s'adressait à des CSP dans des strates supérieures, et là le PTZ était moins prégnant, mais dès qu'on se détendait, qu'on allait dans des bourgs secondaires du département, là instantanément le taux de ménage qui était éligible au PTZ montait, et c'était vital pour les opérations.
Tout le monde parle de financement finalement. Avant tout, c'est vous la clé pour. Enfin voilà, comment est-ce que vous Cécile lisez tout Roquelaure, ça? la clé. J'imagine que vous avez déjà fait tourner toutes vos bases pour essayer de voir un peu quel allait être l'impact de tout ça, parce que ça fait des mois qu'on dit presque au quotidien avec Marie que ben voilà, quand on est primo-accédant, quand on a un dossier qui est pas le plus joli, bon, ben on n'y aura plus droit, quoi. On va devoir rester locataire. Alors, c'est clair que ces décisions elles vont avoir un impact. Et on voyait déjà l'impact avec la hausse des taux que vous évoquiez. En fait, quand effectivement vous passez de 1% à 4% en moyenne, le coût du crédit, il a triplé. Donc quand vous triplez votre coût de crédit, remettre du prêt à taux zéro, c'est-à-dire celui qui ne vous coûte rien, c'est un véritable impact. On va prendre un exemple simple. Un couple qui gagne 45 000 euros par an, qui achète en zone tendue, qui achète pour 200 000 euros, il va avoir 80 000 euros à taux zéro. Ça veut dire que sa mensualité, elle baisse de 150 euros par mois et que le coût du crédit est divisé par 2. Les ménages modestes et les classes moyennes, dont on a beaucoup parlé, ils ont besoin d'accompagnement parce qu'effectivement, les prix sont montés fort, ils sont montés fort grâce au taux de crédit. Mais est-ce le bon moment, celui de la crise, pour tout débrancher en même temps et espérer que tout ça se rééquilibre tout seul? Non, on ne le pense pas. Effectivement, la construction de maisons individuelles, c'est un vrai projet de vie. Alors on peut dire qu'effectivement, Marie, vous avez raison, il faut aller vers zéro artificialisation nette. Je suis faite l'avocate du diable, hein, vous savez ce que j'en pense. Mais alors, on a des vrais sujets de climat à prendre en compte, oui. Mais en même temps, effectivement, on est plus nombreux. Et puis, la vie de la société, elle a changé. Aujourd'hui, vous restez plus longtemps chez vos parents. Donc, en fait, ils libèrent moins vite leur primo-accession pour passer à une secondo qui vivent différemment. Vous dépaxez, démariez, divorcez, pardon, vous vous remariez, vous vous repaxez, vous avez les enfants du conjoint, vous gardez, vos parents restent plus longtemps chez eux parce qu'on essaye de conserver nos anciens le plus longtemps possible chez eux parce qu'on n'a pas de maison pour les accueillir. Et en fait, tout ça, ça fait que les besoins en logement, ils ne cessent de progresser. Donc oui, c'est le plus mauvais moment pour enlever le PTZ dans la maison individuelle. C'est un sacrilège parce que les Français, ils aiment acheter de la maison. Ah oui. Et en plus, accessoirement, ce ne sont pas les ménages les plus riches qui font ce type de projet-là. Nous, ce qu'on voit chez nous, c'est que ce sont plutôt des ménages qui ont des revenus plus serrés, qui maîtrisent le coût de la construction et du terrain, à qui ça permet d'acheter un peu plus grand et d'éviter d'être dans une toute petite surface. Et ça, aujourd'hui, c'est un drame. Barbara Kirali, qui est quand même la meilleure experte, selon moi, côté journaliste, sur ces sujets de bâtiments, logements neufs, résidentiels neufs. Là, on attendait tous des mesures, notamment sur le foncier, parce que c'est ce que dit Cécile, débrancher, ok, mais derrière, il faut relancer l'offre. Et on attendait notamment des mesures sur le foncier privé. C'est ce que prévoyait le CNR. Rien du tout, là. Ça a été évacué complètement par Elisabeth Borne, qui a dit qu'il y avait une mission qui allait être lancée sur le calcul de la valorisation foncière dans le public, donc le foncier de l'État et des collectivités locales, via France Domaine. Et donc, ce qu'on peut leur reprocher au gouvernement, c'est que, moi, ce que les professionnels qui étaient au CNR me disent, c'est qu'il y avait un alignement sur l'objectif de maîtriser les surenchères qui se font sur le foncier. Il n'y avait pas d'alignement sur les solutions à adopter. Donc là, pour le coup, la puissance publique était dans son rôle en arbitrant et en tranchant, en mettant des mesures et en les actant. Et en gros, il n'y a pas eu de mesures. Et la deuxième chose qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils ont quand même fait bosser les professionnels pendant 6 mois. Il y a des mesures concrètes qui sont sorties de là. Et ce qui ressort du CNR Logement lundi, c'est on va lancer des missions, on va y réfléchir. Je vais parler avec Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, Olivier Klein, ministre du Logement. Il y aura peut-être un projet de loi. Enfin bref, on se revoit dans quelques mois. Enfin, je sais pas, mais je me dis que les pros, ils ont peut-être autre chose à faire que plancher sur des mesures pendant 6 mois. Ils étaient 200. Enfin, désolé, je fais un peu poissonnière, mais non, pas du tout. Mais c'est pas moi qui vais vous le reprocher, Barbara. Mais ouais, je trouve ça quand même hallucinant, faire travailler les gens. Ça me fait penser à ces directeurs généraux qui, quand vous venez les voir en leur expliquant qu'il y a un problème, ils vous disent faites-moi une note, Barbara, comme ça, vous me posez le problème et puis on arbitre et puis vous faites la note. Ça vous prend 3 mois, vous êtes content, vous avez bossé. Et en fait, il se passe rien. Ouais, c'est un peu ça, hein, Norbert. Ah bah si, il se passe quelque chose, c'est qu'on va économiser 2 milliards d'euros. Ne fait pas faire des notes à ses salariés. Non, mais parce c'est que ça, exactement. Je me revoyais dans mon bureau, c'est merci Barbara. Non, mais parce que c'est vrai qu'on a suivi. Non, mais non, c'est pas dans ça, j'en sais rien. Mais on a suivi vraiment effectivement les propositions du CNR et ils ont bossé effectivement 200 acteurs, plusieurs mois de discussion, des vraies propositions concrètes et cette question du foncier, parce que vous, promoteurs, typiquement, ce que vous nous dites depuis des mois, moi, je veux bien baisser mes prix. Mais comment ? Alors moi, je suis pas sur le sujet du foncier parce que je suis plutôt pour un État libéral. Moi, ce qui me fait peur, c'est 2 choses. C'est la première ministre qui conclut en disant il faut que les prix de l'immobilier baissent. Comment ?
Oui, mais j'ai Elle dit que jamais c'est une vu bonne un nouvelle. gouvernement décider que les prix de l'immobilier allaient baisser. En 91, dans la dernière grande crise, les prix ont baissé, mais parce que c'est le marché qui a décidé. Le fait que le gouvernement pilote une baisse de prix de l'immobilier, moi, ça me terrifie. J'ai peut-être tort. Peut-être il faut baisser les prix d'une façon massive, mais je pense que le sujet, c'est plus sur le sujet de la production. Et je rappelle juste que quand on produit un logement neuf, on fait du vert, parce que c'est super bas carbone, on consomme moins, c'est placé à côté des endroits de travail. La deuxième chose que je voulais signifier, c'est que j'ai peur qu'on se retrouve comme en 2012 et le président Macron rate son deuxième quinquennat, son début de deuxième quinquennat, comme le président Hollande avait raté le sien avec le Duflot, qui avait fait flop, pour faire un Le nouveau jeu de mots. Duflop. Et donc du coup, le Duflop, il avait 2012-2014 baisse de la production, à peu près pareil que maintenant. 2014 plan de relance, et j'ai peur, en tant que citoyen, que ce plan de relance, le futur, coûte aussi cher que celui de 2014. Donc ça sert à rien à chaque fois de faire yo-yo avec nos entreprises, avec les Français, avec les courtiers, avec tous les Mais professionnels. enfin, quand même, je vous pose Pour la des plans de question, relance qui Norbert. coûtent très cher. On critique, mais on fait quoi pour que les prix baissent, mais que ce soit pas acté par la politique publique, en fait? Pourquoi voulez-vous absolument que les prix baissent? Ah bah, d'un côté ou de l'autre, il va falloir que alors, ok, on augmente le logement, salaire de c'est tout un le monde. actif. Moi, il va falloir trouver une solution quand même. Non, mais le logement, c'est un actif. Les taux bas ont poussé tous les actifs avec de la valeur. Vous êtes en train de dire aussi que tous les Français qui ont acheté depuis 10 ans vont perdre 20% de valeur. Bah, là, Moi, je veux pas. Je serais un homme politique. J'aurais peur de me retrouver avec les gilets jaunes. Et c'est beaucoup plus puissant que le prix du diesel à 1,50 €. C'est vrai qu'on leur a donné un chèque carburant, on leur a donné un chèque ceci, un chèque cela, et on va leur piquer 150 euros par mois. minimum par mois. Et vous, vous allez devoir Subir ça, Ouais. exactement. On va le subir. Les survivre Français, même. les Français vont le subir. Moi, je renverrai le gouvernement à une bande dessinée. Je suis un peu gaulois par mon attachement territorial, à Obélix et compagnie. Hein. Pour faire monter les prix, c'est la raréfaction de l'offre de menhir. Et puis, pour en faire baisser le prix, il faut en produire beaucoup. Je pense que la seule façon efficace, comme l'a dit M. Fanchon, de faire baisser les prix sur un marché, c'est l'offre. Il faut de l'offre. Mais donc il faut libérer du foncier, on est tous Il d'accord faudra du là-dessus. foncier. On l'utilise aujourd'hui bien plus raisonnablement. Je faisais une statistique avant de venir là hier. En 15 ans, j'ai divisé par 3 la surface moyenne des fonciers dans ma société d'aménagement. J'ai pas eu besoin d'un plan de relance. J'ai pas eu besoin d'une contrainte réglementaire. Je suis professionnel, je me projette dans le temps. Je me dis bien que si jamais je gaspille la matière première, j'ai aucune chance de survivre. Je suis comme un pêcheur dans un étang. Il faut absolument préserver la matière première. Le foncier, donc ça... Donc je en l'ai clair, toujours les fait. parcelles sont moins grandes. Moins grandes, plus rationnées. Elles correspondent aussi au budget que peuvent financer les ménages. Donc tout va vers cette convergence de Ouais. quelque chose de plus vert, de plus efficace. Et quand on vous attaque sur les marges, l'un comme l'autre d'ailleurs, j'ai envie de dire. Sur les marges, là pareil, hein, j'ai le plaisir de siéger dans une compagnie de garantie immobilière. On observe effectivement les rentabilités des entreprises puisqu'elles sont un indicateur du risque. En 2019, donc avant la crise Covid, avant la crise d'inflation, la marge moyenne en France chez un constructeur de maisons, 2,4% de rentabilité. On garantit le produit 10 ans. Est-ce que c'est raisonnable de nous demander de continuer à nous saigner? Ça n'est pas possible. Norbert, du côté des promoteurs. Marge 5%. Et Si vous voulez un prix. Donc Il Non, n'y a pas de quoi faire des bons. non, non, mais parce C'est qu'il y pas a avec ce notre sujet. marge de 5% qu'on va baisser les Mais prix de voilà, vin, et quoi. puis il y a ce sujet de financement. Comment on fait? Est-ce que vous êtes en capacité, alors pour les plus grosses entreprises évidemment, puisque les petites j'imagine que non, mais pour les grosses entreprises, est-ce qu'on peut vendre à perte aujourd'hui? Ah ben non. Enfin, vendre à perte, déjà. Déjà, c'est interdit. Voilà. Et puis si on n'a pas le financement. Donc si on n'a pas le financement au début, ça veut dire qu'il faut faire l'opération 100% en fonds propres. Et qu'une opération aujourd'hui, elle est financée 10-90. C'est-à-dire qu'il y a 90% de financement extérieur. Donc pour faire tourner notre business, et quand on fait un projet au début, en fait, ou quand on en fait 5 au début, on n'en sort que 1 ou 2, et on met 4 à 5 ans pour les sortir. Pour faire notre business qui est long, et vous voyez, avec un taux de risque important, il faut qu'on fasse tourner notre argent, il faut qu'on en mette le moins possible. Et Cécile, cette demande dans le neuf, vous voyez justement qu'elle baisse? Parce qu'on a beaucoup dit, d'abord c'était une crise de l'offre, c'est ajouté à cause de la hausse des taux une crise de la demande. Vous la voyez globalement, avant même cette annonce, ces annonces? Alors globalement, on avait une baisse de la demande et c'est l'objectif des autorités depuis le départ. Hein. Si on remonte un peu l'histoire, les premières recommandations du HCSF, au Conseil de stabilité financière qui veille à la stabilité de la place financière, commençaient à dire il y a une petite bulle de l'immobilier résidentiel fortement soutenue par les conditions d'octroi des banques. En clair, les banques vous prêtez un peu trop pas cher. Et tous les ans, on avait ce petit rappel. Quand on a vu que ça n'avait pas
d'effet sur les banques. On a commencé à transformer ça en recommandations, puis en exigences, et puis on a laissé passer le taux d'usure. Quel miracle pour venir faire baisser la demande. Clairement, aujourd'hui, la stratégie, c'est pas l'offre, c'est la demande. Moins il y aura de Français pour emprunter, plus on espère, et là je vous rejoins messieurs, on espère avoir une baisse des prix, parce que pour l'instant ce qu'on voit, c'est quand même pas fou, et dans le neuf, on va pas se mentir, ça a quand même, vu ce qu'on vient de se dire, pas être très facile. Donc non, on est dans une stratégie, dans une économie. Vous avez l'offre, la demande, on a choisi de faire baisser la demande. Bon, on attend quoi, Barbara, maintenant ? Ouais, surtout qu'en plus, on va enfoncer une porte très ouverte, mais ce sont des temps très longs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà un marché arrêté, on va finir de, je sais pas, enfin, on lui a serré le kiki, on va lui créer les pneus, enfin bref. L'impact d'aujourd'hui, il va se faire sentir sur... Ah bah sur 2024, 2025, enfin 2026, bah oui, ça va se sentir. Après, il faut voir la stratégie du gouvernement. Oui, enfin eux veulent faire baisser les prix, enfin veulent faire, je sais pas s'ils vont y parvenir. Et Elisabeth Borne dit que c'est une bonne nouvelle pour les concitoyens. Enfin, elle l'a dit, je suis désolée, messieurs les promoteurs, c'est un coup pour vous, mais c'est une bonne nouvelle pour les citoyens. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? À titre personnel, mais vous allez me traiter de gaucho, moi je pense que si les prix baissent et que je perds un peu d'argent mais que je continue à rester sur le marché, que je peux continuer à me loger, à partir du moment où on part du principe que le logement est un bien de première nécessité, moi je trouve pas ça hyper choquant. Et que si ma plus-value elle est de 20% et pas 25%, bon en soi, mais en tant que propriétaire dans le logement, j'ai très envie que les prix continuent d'augmenter parce que sans rien faire, je gagne de l'argent. Donc voilà, vous voyez un peu, je suis complètement schizophrène. C'est pas grave. Après, ça se soigne, ouais. Ça prend du temps, comme le logement. Moi, ce que je vois surtout, c'est un changement complet de braquet du gouvernement. L'économie sur le prêt à taux zéro. J'en parlais avec des représentants de Pôle Habitat. Ils me disaient aujourd'hui, le recentrage du prêt à taux zéro, ça va coûter 600 millions d'euros à Bercy. Jusqu'à présent, c'était 2 milliards d'euros. En gros, il y a 1,4 milliard d'euros d'économie. Et qu'est-ce qu'ils nous annoncent pour 2024? Une hausse à venir du budget de l'Agence nationale de l'habitat d'1,4 milliard d'euros, donc qui est complètement financé par le prêt à taux zéro, pour renforcer ma prime rénov', parce que l'objectif en 2024, c'est de réaliser 200 000 rénovations performantes. Qu'est-ce que c'est qu'une rénovation performante? C'est pas tout à fait une rénovation globale, c'est une rénovation où tu atteins le label BBC, donc les étiquettes A, B ou C, et où tu as étudié les 6 postes de travaux, isolation des toits, des planchers bas, des murs, changement des fenêtres. Donc en fait, on voit que ce que le gouvernement dit, c'est on va vous serrer la vis sur le neuf, et à vous, acteurs privés, de prendre vos risques. Alors je ne sais pas si c'est possible, je ne suis pas en train de dire que ça l'est, mais allez sur la réno. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir évoqué cette première demi-heure sur le neuf. On va continuer bien sûr dans un instant à parcourir ce monde du logement. On s'intéressera à l'ancien, Marie, avec un nouveau panel d'invités. Ça va pas beaucoup mieux, on prévient. Ça va pas non plus beaucoup mieux, mais ça je crois que tout le monde le savait. Norbert Franchon donc pour le groupe Gambetta, Sylvain Massonneau pour Tradimaison et le pôle habitat de la Fédé, et Barbara Kirali pour le Moniteur. À bientôt Barbara. Et puis vous restez avec nous? Avec grand plaisir. On se retrouve dans un instant. Un petit détour quand même par les marchés. On ne perd pas totalement nos bonnes habitudes. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Rendez-vous sur BFM Business. Tous les mercredis, retrouvez toutes les entreprises de taille intermédiaire finalistes des Grands Prix BFM Business des ETI. Les 6 lauréats seront révélés lors de la cérémonie du lundi 11 septembre en direct sur BFM Business. En route vers les Grands Prix des ETI, tous les mercredis à 17h55 sur BFM Business. Les Grands Prix BFM Business des ETI avec Banque Palatine. Être partenaire, c'est relever ensemble des défis. Nous sommes en 2016 au Pays Basque. Hélène, experte comptable, entame sa 3e année à la tête de son cabinet. Une vraie réussite pour cette jeune femme indépendante et volontaire. Jusqu'au jour où... Le jeudi 12 mai, Hélène chancelle en pleine roue. AVC. Bien que prise en charge très rapidement, les séquelles sont lourdes. Sa maison doit être réadaptée à son handicap. Dans ce coup très dur, une bouée, la prévoyance qu'elle avait décidé de mettre en place grâce à son conseiller Swiss Life intègre une option maladie grave. Hélène a ainsi pu toucher 45 000 €, faire des travaux dans sa maison
et continuer à vivre selon ses propres choix. Jusqu'au jour où, un programme Swiss Life. Swiss Life, assurance et gestion de patrimoine personnalisée. Je sais vraiment pas où investir mon épargne en ce moment. Mon banquier me propose toujours les mêmes produits. Et la centrale des SCPI, papa, t'y as pensé? Tu peux percevoir des loyers directement sur ton compte bancaire. Ah bon? Ouais, en plus c'est ultra simple. Tu peux tout faire en ligne depuis le site de la centrale des SCPI et t'as même un conseiller dédié pour t'aider. Alors si tu me dis que ça remet mon argent au travail, ça m'intéresse, ma chérie. Oui, papa, l'épargne c'est comme le sport. Faut que ça bouge. Bon, tu viens? Okay. Contactez la centrale des SCPI et bénéficiez d'une étude gratuite. Merci! Hey, les employés de bureau, vous pensez que vous êtes vraiment des rockstars? T'es une rockstar, c'est toi la rockstar. Sérieux, arrêtez d'appeler vos collègues des rockstars. C'est génial d'utiliser Workday pour transformer votre business. Mais ça fait pas de vous des rockstars! À moins de travailler avec une vraie rockstar. Eh, moi c'est Oswald. Hello, Oswald. Pam, tu es une rockstar. J'allais pas le dire. BFM Business. La France a tout pour réussir. Votre rendez-vous avec Moneta Asset Management. Notre savoir-faire action pour votre épargne depuis 20 ans déjà. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Merci de nous faire confiance jour après jour. Aujourd'hui, vous le savez, avec Marie-Cœur de Roy, on vous emmène dans le monde immobilier. Après avoir parlé du neuf, on va s'intéresser à l'ancien, mais on ne perd pas non plus nos ancrages boursiers. Et c'est Stéphane Sauduteil qui nous accompagne ce matin pour garder quand même cet œil technique sur cet indice qui fait quasiment toujours du surplace, Stéphane. Oui, c'est vrai. Depuis lundi après-midi, on évolue dans un range très très étroit en fait. Ça faisait longtemps que on n'avait pas eu aussi peu de variations, c'est-à-dire entre 7165 en bas et 7240 en haut, c'est-à-dire un tout petit peu plus de 1% de range sur 4 jours. C'est quand même assez incroyable. Alors c'est vrai que bon, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles macroéconomiques cette semaine. Il y en aura davantage la semaine prochaine avec l'inflation et surtout les banquiers centraux, la Fed et la BCE qui vont prendre la parole respectivement mercredi soir et jeudi après-midi. Donc je pense que les investisseurs attendent un petit peu de savoir quelles vont être les prochaines évolutions sur les taux d'intérêt, tant en Europe qu'aux États-Unis. Donc si vous voulez, on évolue toujours un cran plus bas que depuis le mois de mai. C'est-à-dire, on évolue au sens large, entre 7280 en haut et 7090 en haut. Et puis, cette semaine, on a rétréci un petit peu ce range d'évolution. Donc, pour vraiment retrouver, je pense, des marges de manœuvre à la hausse, il faudrait déjà passer au-dessus des 7240, mais surtout s'affranchir de la zone 7280, 7320 points, qui sera également un gros morceau si on devait revenir à son contact. Et puis bien sûr à la baisse, on est quand même dans une petite logique de baisse à court terme, même si on s'est stabilisé cette semaine. Donc la rupture de 7165 points remettrait un petit peu de défiance sur le marché, avec un risque de revenir sur la zone de points bas de ces dernières semaines, 7090 points, et on ne pourrait pas exclure non plus une petite extension baissière vers les 7000 points, voire 6850 dans le scénario un petit peu du pire. Donc voilà, on a vraiment un marché qui est excessivement calme cette semaine, très bien capé donc par ces deux niveaux d'évolution entre 7165 et 7240, avec un petit point de démarcation autour des 7200 points. En dessous de 7200 points, on est plutôt un petit peu vulnérable en termes journaliers, et au-dessus de 7200 points, on est plutôt un petit peu mieux, avec peu de potentiel à la clé, 7240 en haut et puis 7165 en bas. Donc voilà, on a une semaine vraiment très très calme. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Sauduteil, donc technibourse.com, qui nous accompagne ce matin pour suivre cette séance boursière, le CAC moins 0,08%. BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et Nicolas Dose qui nous accompagne aussi sur ces thématiques immobilières. On était dans le neuf,
place à l'ancien. Dans quel état se trouve le marché, Nicolas? J'essaie de faire une photographie hyper brève et objective de la situation. L'ancien souffre là où le neuf menace de s'écrouler. En un mot, voilà. Après, je vais distinguer l'achat et la location. À l'achat, on a un sujet d'accès au crédit, c'est le principal sujet. Le crédit, l'argent est plus cher, les budgets des acheteurs sont moins importants et les prix baissent pas comme ils devraient baisser par rapport. En tout cas, il y a une décorrélation entre la baisse des prix et la rapidité avec laquelle le prix de l'argent augmente. Donc, deuxième problématique, c'est le prix. Century 21 nous dit, si on voulait vraiment avoir quelque chose d'équilibré, il faudrait qu'on ait une baisse des prix de 10 à 12%. Inutile de vous faire un dessin, on en est loin. Il y a même des marchés, parce qu'il y a plusieurs marchés de l'immobilier, il y a des marchés localement où les prix montent. On peut quand même constater que les transactions, il y en a un peu moins, mais enfin on est sur des niveaux de transactions qui sont très au-dessus des moyennes historiques. Troisième élément, on a de plus en plus une France de multipropriétaires. Une France de multipropriétaires, c'est forcément à un moment une offre qui est contrainte, et ça siphonne en fait l'offre, et c'est encore un frein supplémentaire pour les primo-accédants. Et puis le dernier point, qui est peut-être pas le plus intéressant sur la question de l'achat, c'est le durcissement continu des contraintes vertes. On avait le DPE, le diagnostic de performance énergétique, on a ajouté l'AER, l'audit énergétique réglementaire. Ça ne cesse d'amplifier. Robert Rivaton, dans les colonnes des Échos, aujourd'hui, dit qu'il faut arrêter la folie des normes. Il ne faut peut-être pas retirer celle qu'on a mise, mais il faut arrêter d'en rajouter. Bon, Nicolas, il y a l'achat, mais il y a aussi la location. D'ailleurs, ça en découle un peu. Hein. Oui, la location, je vais repartir sur les contraintes vertes. Quand vous décidez qu'en fonction des notes des appartements G, F ou E, ces appartements, s'ils ne sont pas rénovés, sont interdits à la location, vous imaginez comment vous siphonnez l'offre de la location. Alors G, c'est en janvier 2025 pour tous les G. Hein. Il y a quelques G déjà. Tous les G, c'est en 2025. G, là, ouais. Les pires G, c'est déjà le cas. Le F, c'est en 2028, le E en 2034. Il y a des estimations qui disent en 2034, on peut avoir 7 millions de logements qui sont supprimés du marché de la location parce que c'est cher de rénover. Je crois que la facture moyenne, c'est 35 000 euros. Voilà. Deuxième élément, c'est la baisse de la rentabilité locative. Alors, c'est d'un côté dissuasif pour les investisseurs, mais ça, c'est plutôt sur la partie précédente de l'émission pour le neuf. Mais ça peut aussi être dissuasif pour un propriétaire parce que, justement, s'il veut continuer à louer, il faut qu'il rénove. Il n'a pas forcément les moyens de rénover. Et puis, de plus en plus de locataires qui aimeraient devenir propriétaires, mais qui, n'ayant plus accès au crédit, ne peuvent plus devenir propriétaires, donc restent installés dans leur logement loué. Et donc vous avez une mobilité moindre et surtout un turnover du marché qui est complètement gêné. Voilà ce que je vois comme principale photographie. Vous avez rappelé très brièvement, ne serait-ce qu'en redonnant les dates, qu'on est sur des temps longs et on l'a dit dans la première partie, c'est-à-dire que sur le très court terme, le seul endroit où on peut décoincer quelque chose, c'est sur l'argent, c'est sur le crédit. C'est ça se joue la semaine prochaine au Conseil de la stabilité financière. Je vous rappelle que c'est l'autorité qui détermine les conditions qu'on impose aux banques pour octroyer du crédit. Vous avez deux acteurs principaux qui siègent là-dedans, la Banque de France et Bercy. Sauf qu'ils n'ont absolument pas les mêmes visions de la situation parce que la Banque de France a publié tout récemment le fait que la production de crédit avait arrêté de reculer. Moins 45% sur un an. Hein, voilà. Mais oui, mais elle avait arrêté de reculer pour trouver à 15 milliards d'euros de production de crédit au mois d'avril. C'est quoi le message de la Banque de France? C'est très bien. Le marché se normalise enfin. Donc surtout ne changeons rien. Et la position de Bruno Le Maire, il ne cesse de le répéter. Attendez, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut absolument permettre aux gens de pouvoir emprunter pour avoir un toit. Et donc on va voir ce qu'ils vont nous sortir la semaine prochaine. Mardi. Compte tenu de ce bras de fer, on va probablement trouver quelques petites évolutions sur la toute petite partie de dérogation qui est laissée aux banques sur leur production de crédit. C'est un peu technique, donc je ne rentre pas dans le détail, mais il ne va pas y avoir une révolution probablement sur le taux d'effort et la durée des emprunts. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que l'experte qui est devant moi valide la photographie. Il me fait rougir, Nicolas. Allez, merci beaucoup Nicolas Dose. Comme chaque matin, dans un instant, effectivement, on retrouve Cécile Roclor, Stéphane Descartiers pour la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane, on se retrouve dans un instant. Et Charles Marinakis pour Century 21. Bonjour également. Cédric, bonjour Marie. D'abord, un tout petit coup d'œil sur les marchés. Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine. Le marché est quasi stable, moins 0,08, 7216 points. C'est d'ailleurs une tendance qu'on retrouve partout en Europe. Du côté des valeurs à Paris, du vert sur Téléperf, sur Soggen ou sur Unibail. Des baisses du côté de Dassault, d'Eurofins et de Danone. L'eurodoll est à 1,0762. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et donc on entame notre deuxième demi-heure pour parler de l'ancien. Moi je vais commencer avec un acteur, l'acteur du secteur, que dis-je, Charles Marinakis, le patron du réseau Century 21. Bonjour. Bonjour Marie. Bon, ça va comment? J'ai posé la question tout à l'heure à un constructeur de maison pour parler de l'ancien, mais c'est la première du neuf. C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Ça va comment? Écoutez, malgré un contexte qui n'est pas très favorable aux agents immobiliers ces derniers temps, mais non, tout va bien. On est très optimiste. Vous savez, on est habitué à être assez autonome sur le marché de l'ancien. On va voir pourquoi. Donc, on reste très optimiste, même si Nicolas
Nicolas Dos, pour le coup, a fait un résumé quasi parfait de la situation de l'ancien. Alors sur les problématiques que nous rencontrons, c'est vrai que la volumétrie a baissé de l'ordre de 15%. C'est vrai pas que rien, quand même, hein. Non, c'est pas rien, mais on va quand même avoisiner les 950 000 ventes à la fin de l'année. Donc c'est pas dramatique non plus. On a connu des situations plus dramatiques que ça. Et puis en revanche, ce qui est difficile, c'est que les prix baissent, mais ils baissent très très lentement, effectivement. Et là, il y a une inertie, si vous voulez, qui fait que les marchés ont du mal à s'ajuster. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est pas lié à notre première demi-heure? J'ai envie de dire, on n'est pas responsable, nous, BFM Business, mais est-ce que c'est pas lié au marché du neuf aussi? Le fait que les prix ne baissent pas autant qu'on aurait pensé dans l'ancien. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une demande qui se déplace, qui voulait peut-être du neuf et qui se déplace sur l'ancien et qui, de fait, maintient, j'ai envie de dire presque artificiellement, les prix assez élevés dans l'ancien et empêche la vraie baisse de prix? Sincèrement, je ne le crois pas. Je crois que dans la crise du logement, il y a 3 marchés distincts. Le marché de la construction et du neuf, le marché de l'ancien, au sens de la transaction, et le marché de la location. Et je crois que ces 3 marchés, bien sûr, ils sont interdépendants, mais ils sont quand même très autonomes. Ils ont une part d'autonomie qui est assez importante. Et puis surtout, ils ne sont pas au même niveau de la pathologie. Ils n'ont pas les mêmes pathologies. Et ils ne répondent pas aux mêmes stimuli, si vous voulez. Clairement, l'ancien, vous l'avez vu, 3 difficultés, mais à tous les niveaux, dans la production de logements. 1, ils ont du mal à trouver du foncier. Quand ils le trouvent, il est cher. 2, dans la construction, ils ont du mal à avoir des permis. Et quand ils les ont, ils n'ont pas la densité. Et ça coûte de plus en plus cher que de construire, par rapport au coût des matières premières et aussi aux exigences énergétiques. Et puis maintenant, ils ont un problème de commercialisation, puisque les taux d'emprunt ont désolvabilisé une partie des investisseurs. Et donc pourquoi les prix baissent pas dans l'ancien? Il baisse, sauf que si vous voulez, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de poudre magique, on n'a pas de baguette magique pour arriver. On fait un travail de fond, je crois, tous les agents immobiliers, nous les premiers, pour faire cette pédagogie à destination des vendeurs, en expliquant qu'il n'y a pas, sauf à ce que demain les taux rebaissent, mais il n'y a pas d'autre manière de réguler le marché que de faire baisser le prix. C'est-à-dire la perte du pouvoir d'achat immobilier, elle doit se compenser, mais c'est presque arithmétique, de 2 manières, soit par un apport personnel supplémentaire, soit par une baisse du prix, si on part du principe que la contrainte due au Conseil de sécurité financière fait que vous avez une capacité d'emprunt qui est limitée. Donc pour la même mensualité, si vous voulez acheter le même logement, il faut que le prix baisse puisque les taux ont augmenté. Stéphane Descartier, les auditeurs et les téléspectateurs de BFM Patrimoine vous connaissent par cœur. Vous nous accompagnez maintenant depuis de très nombreuses années pour essayer de dénicher tel plan, pour essayer dans un marché, soit quand on parlait de hausse de prix, de baisse des taux, etc., soit voilà. Aujourd'hui, quand vous êtes confronté à toutes ces questions et que vous voyez la réaction du gouvernement, vous vous dites quoi Le gouvernement, ils ont quand même un peu un problème parce qu'on avait tous à peu près cru comprendre que notamment l'arrêt des aides à l'immobilier, etc., c'était subordonné, ça dépendait quand même pour beaucoup du retour des institutionnels, des zinzins. Bon, sauf que les institutionnels, ils sont revenus timidement, mais ils sont tout de suite repartis parce qu'effectivement, ils avaient plus quand les taux étaient à 0 et puis que les obligations d'entreprise rapportaient 0,5, ils étaient bien contents de revenir sur l'immobilier pour faire du 4%. Sauf que là, avec l'inflation, l'augmentation des taux et puis les placements financiers sans risque, sans boulot, sans équipe pour louer, gérer la chasse d'eau qui fuit, vous refaites du 4%, vous revenez pas faire de l'immobilier. Et donc là, on parle de l'investissement locatif, très clairement. Oui, de l'investissement locatif. Donc là, le château de cartes, il est en train de s'écrouler. Et donc là, on a quand même effectivement un bug énorme. C'est que les zinzins ne sont pas revenus. On arrête les aides pour les particuliers. Donc, qui est-ce qui va investir, en fait, que ce soit sur le neuf ou l'ancien? Parce que on vient de voir, effectivement, que la Caisse des dépôts et Action Logement va acheter 50 000 logements. Bon, la Caisse des dépôts, c'est l'État, et Action Logement, c'est le 1% logement. C'est-à-dire, c'est les impôts des entreprises. C'est-à-dire que sur les fonds publics vont débloquer quelque chose comme 12 milliards d'euros pour faire des économies. Faut m'expliquer. Pour économiser 1,8 milliard de Pinel qui auraient été donnés par exemple sur du Pinel ou sur des aides dans l'ancien, ils vont dépenser 12 milliards. Alors c'est peut-être de la pensée un peu trop complexe pour nous les gens d'immobilier, mais là quand même ça commence un peu à se voir. Il s'appuie d'ailleurs sur ces logements
surnuméraires, qualifions-les comme ça, pour dire, voyez, on est obligé d'éponger le marché. Oui, éponger le marché, je veux dire, c'est quand même... Enfin, je veux dire, Mélenchon, on est arrivé, la Startup Nation l'a fait, quoi. C'est quand même incroyable, c'est une soviétisation du parc locatif français, c'est quand même incroyable. Je suis quand même stupéfait que personne n'en parle et que personne ne mette ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que l'État va faire? On va refaire de la banque, de l'assurance, des voitures, des téléviseurs? Non, mais là, c'est un contresens historique absolument délirant. Cécile Roclor d'Empruntis. Cécile, c'est un vrai sujet l'investissement locatif aujourd'hui pour les particuliers. On a vu que quand même c'était de moins en moins attractif. Est-ce que là, effectivement, vous-même dans vos datas, au sein de votre réseau, vous voyez effectivement peut-être moins d'affect et moins de volonté d'investir avec des problématiques d'obtention de crédit? On sait que c'est un vrai sujet l'investissement locatif aujourd'hui. Alors, effectivement, Marie, il y a vraiment deux éléments. Il y a l'intérêt pour, et effectivement, quand on a beaucoup de pression sur un investisseur particulier qui détient quand même pas généralement 25 biens, on va pas se mentir, le propriétaire bailleur français, c'est 1,5, voire 2. On est plutôt dans un produit de préparation de la retraite, de transmission aux enfants, donc on n'est quand même pas dans le schéma de l'investisseur du fou furieux. Donc il y a un côté anxiogène de la pression qu'on lui met, et effectivement, Marie, vous avez raison, les conditions de financement ne sont plus les mêmes. Côté rentabilité, quand vous passez de 1 à 4 en taux moyen de crédit, vous perdez 25% de votre capacité d'emprunt, votre crédit vous coûte 2 fois plus cher, donc déjà ça va venir peser sur la rentabilité. Vous avez quand même un plafonnement des loyers, donc autant dire que vous n'allez pas vous récupérer de ce côté-là. Et puis les banques, elles ont resserré, alors en raison du Haut Conseil de stabilité financière dont parlait Nicolas tout à l'heure, parce qu'en fait les investisseurs, c'est pas ceux qu'on veut voir être financés, on va pas se mentir. On privilégie le primo-accédant aujourd'hui. La résidence principale est effectivement le primo-accédant dans sa majorité, parce qu'on part du principe que l'investisseur, il soutient les prix et que c'est un boursicoteur de l'immobilier. Donc non, lui, on va pas lui donner de privilèges, alors même qu'il en avait avant, puisque les banques, elles pratiquaient ce qu'on appelle, de façon un peu technique, le calcul en différentiel, c'est-à-dire qu'en gros, on calculait pas le taux d'endettement pareil pour un investisseur que pour un particulier, parce qu'il y a les loyers qu'on perçoit en parallèle. Ça faisait du revenu en plus. Exactement. Donc on avait vraiment une autre méthode de calcul. Là, le HCSF, donc au Conseil de stabilité, il a dit oh là, plus de tout ça, tout le monde la même règle. Et puis les investisseurs, vous les favorisez pas. Et puis quand on est dans un marché immobilier qui peut se rééquilibrer, les banques, elles sont un peu plus sensibles. Elles font très attention à ce qu'elles financent. Et puis alors si on rajoute le DPE dans tout ça, on a un accès au financement beaucoup plus compliqué. Financer les travaux, ça veut dire avoir soit la capacité d'emprunt pour le faire, soit avoir l'épargne pour le faire. Et ça, autant dire que ça ne met pas à la fête ni les investisseurs, ni même ceux qui achètent une résidence principale dans l'ancien. Et puis il y a un autre sujet, Jean-Louis Dellauro, mon alter ego, il y a un autre sujet quand même autour d'Airbnb, parce qu'on parle de l'investisseur au sens large. On a eu pas mal de gens qui nous ont dit, des députés de la majorité, une espèce de projet de loi transpartisan. On a eu une proposition du CNR Logement qui n'a pas été reprise sur la création d'un statut du bailleur. On nous a dit non, mais on va réfléchir à quelque chose sur la fiscalité locative pour favoriser les locations longue durée. En clair, se détourner, permettre, ou en tout cas de moins donner envie aux investisseurs de se lancer sur Airbnb, mais de créer une vraie offre locative durable. C'est un vrai sujet, ça, aujourd'hui aussi. Pour moi, c'est un peu l'éléphant dans la pièce et que personne ne veut voir, c'est Airbnb, pour pas le donner. Et consorts. Et consorts, et Abritel, etc., Booking, bon voilà, maintenant il y en a quand même plusieurs. C'est en fait, derrière ça, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait de notre parc existant et qu'est-ce que fait l'investisseur immobilier, même dans l'ancien? Il a plusieurs options, mais en fait, quand on regarde toute la législation et la fiscalité, il est très incité à faire du Airbnb en fait. Et ça, c'est d'autant moins de logements pour des gens qui habitent là, qui travaillent sur place, etc. Et on voit que ça pose d'énormes problèmes. Là, il y a une étude récente qui a été faite par nos confrères d'actu.fr avec l'aide d'une association qui lutte contre Airbnb. Et eux, on pensait qu'il y avait 500 000 logements à peu près sur Airbnb pour l'instant. Et en fait, il y en aurait plutôt 750 000. Donc, alors certes, le parc immobilier français, c'est 37 millions de résidences principales, mais on voit bien qu'il y a un souci, et puis c'est surtout il y a des quartiers entiers qui ont disparu totalement. Alors pour ceux qui ne sont pas de Paris, mais le quartier du Marais, par exemple, est un quartier où il n'y a plus personne qui vit, en fait. Mais ça, vous le constatez, Charles Marinakis, effectivement, que la résidence de tourisme ponctuelle comme ça, elle a siphonné le marché locatif traditionnel? Évidemment, c'est la conjonction de ce qui a été dit par vos deux invités, c'est qu'il y a un assèchement très significatif du parc locatif.
et c'est aussi d'ailleurs, ça provient de 3 phénomènes. Le premier, c'est que, vous l'avez souligné, les investisseurs ne font plus d'investissement locatif, et en particulier dans le neuf, ce qui explique aussi beaucoup la crise du logement dans le neuf, puisqu'en réalité, une partie du neuf, vous le savez, avec l'accompagnement fiscal, était dévolue au locatif, à l'immobilier locatif, et donc venait alimenter le parc locatif privé. Ça, c'est le premier point. Et puis sur le parc locatif existant, on observe la conjugaison des 2 phénomènes. Un, ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire notamment dans les zones plutôt favorisées, marais, on entend beaucoup de reportages sur la côte ouest atlantique, etc. On parle de Biarritz, où effectivement, on loue soit à Britel, soit Airbnb, soit en saisonnier, soit en location meublée professionnelle, soit en location meublée non professionnelle, c'est-à-dire on sort beaucoup de logements du parc locatif. Vous vous rendez compte qu'en louant 120 jours avec Airbnb à Paris, vous êtes plus rentable qu'en donnant à bail par le plafonnement des loyers. Donc forcément, ça sort des logements du parc locatif privé. Voilà. Et puis, comme les existants ne trouvent pas à acheter, c'est-à-dire ils peuvent pas sortir entre guillemets d'une location pour faire une acquisition parce que financièrement ils ont été désolvabilisés. Et nous, on s'aperçoit que sur les 150 000 logements que nous gérons pour le compte des bailleurs, les congés ont diminué de moitié. C'est-à-dire qu'il y a une rotation naturelle du parc entre 20 et 25%. On est tombé à 13%. Donc voilà pourquoi tout le parc locatif, si vous voulez, est asséché. Et dans mon 3e marché, entre le neuf, l'ancien et le locatif, je dirais, le pauvre marché locatif, il est pris entre les feux croisés du non-approvisionnement des logements neufs, d'accord, et de la restriction de mise à disposition des logements anciens. Donc, lui, il est vraiment en souffrance. Et je vous assure qu'aujourd'hui, c'est une sinécure. Il n'y a plus d'appartements à louer. Et, voilà. Donc voilà, c'est vraiment la conjonction de ce qui a été dit sur ce plateau. Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Moi, je trouve incroyable que personne, effectivement, vous êtes la première personne que j'entends dire ça, ne s'offusque que l'État achète 47 000 logements. Moi, je suis très content pour mes amis promoteurs, mais que vient faire la Caisse des dépôts et consignations dans ce débat-là ? C'est-à-dire, parce qu'il faut rééquilibrer la régionalisation. C'est-à-dire, on va encourager des gens qui ont soit construit trop cher et qui ne trouvent pas à les vendre, soit construit au mauvais endroit. C'est exactement tout ce qu'on veut pas. Nous, on veut que les gens construisent sur des marchés tendus, là on a besoin de logements, et SRU d'ailleurs est assez inutile de ce point de vue-là, parce qu'elle s'applique à tout le monde de manière un peu basique, alors qu'en fait on devrait réclamer des logements par densité de population, là où on en a besoin, et arrêter de construire là où personne n'en veut. Alors il y a une réflexion qui va être lancée sur le zonage, je pense que l'idée c'est aussi de réidentifier les zones. Il est temps, et sachant quand même que ce qu'on peut reprocher au gouvernement, et pas uniquement le gouvernement actuel, vous voyez bien que la politique, la réflexion sur l'aménagement du territoire, aujourd'hui, elle aurait dû être faite il y a 20 ans ou 30 ans. Et en fait, il y a un péché originel quand même. Exactement. Il faut lâcher le mot, même peut-être d'avant, mais il n'aime pas l'immobilier. Oui, enfin, le problème, c'est qu'il il nous aime pas. Il n'aime pas l'immobilier, on n'en sait rien, mais en tout cas, les Français aiment l'immobilier, et c'est quand même un besoin fondamental. Je veux dire, pour c'est bien de rappeler quand même qu'au début, il n'y avait pas de ministre du logement, qu'il n'y avait pas de source de dépenses des ménages. Mais pour compléter ce que disait Charles, pourquoi est-ce que les gens basculent aussi sur la location courte durée, sur Airbnb et compagnie? C'est quand même aussi parce qu'aujourd'hui, pour louer en nu, faut être maso. C'est quand même la bascule vers le meublé, elle est énorme. Aujourd'hui, vous voyez à Paris, ça devient compliqué pour trouver un studio ou un T2 en nu. Ah ben oui, mais tous les jours, vous avez des gens qui cherchent à louer et qui me disent mais pourquoi j'ai que du meublé en proposition. Mais parce que effectivement, alors l'avalanche réglementaire, les baux de 3 ans, le plafonnement des loyers. Mais il faut faire quoi? Ça veut dire faut faire quoi? Faut matraquer tous les autres, ou alors il faut. Quand en plus vous avez été le bon élève, vous avez fait toutes les choses parfaitement avec un arbre qu'il faut abattre pour faire un bail aujourd'hui en nu, l'État vous prend tranche marginale plus CSG entre 1/3 et 2/3 de vos loyers nets, plus l'IFI, plus la taxe foncière qui explose. Donc il faut être maso. Et on vous demande de rénover. C'est aussi ça. Impose. Alors, parce que sur Airbnb, vous faites du Airbnb, on ne vous demande pas. Pour l'instant, non. Alors c'est vrai qu'Olivier Klein, le ministre du Logement, était venu sur notre antenne il y a quelques mois annoncer qu'ils allaient préparer et faire en sorte, par voie législative, que la location de courte durée saisonnière puisse être soumise aux mêmes règles. Pour l'instant, effectivement, on doit avertir ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Malheureusement, vous pouvez
encore le faire sans obligation. Pour l'instant, rien n'a été véritablement. Oui, mais évidemment. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les professionnels ont réclamé, vous le savez, un statut de bailleur privé, parce que à l'intérieur de ce statut-là, on aurait pu réguler plein de choses, rééquilibrer les fiscalités, favoriser la location de longue durée, d'accord, avoir un vrai statut. Aujourd'hui, quand vous êtes loueur meublé non professionnel, vous êtes immatriculé. Donc, je vois pas pourquoi on créerait pas, sous contrôle d'une immatriculation professionnelle, un statut du bailleur privé. On n'a pas été écouté sur ce sujet-là. C'est vraiment très dommage, que ça clarifierait vraiment la situation. Et d'ailleurs, ça permettrait, et vous en serez d'accord, à la Banque de France d'inclure ce processus de dérogation des fameux 20% et du reste à vivre dès lors que vous êtes déclaré comme bailleur privé et que vous vous engagez à louer. Et on pourrait revenir à la situation antérieure qui consiste à intégrer les revenus locatifs dans le calcul de la capacité d'emprunt. La bonne situation, ça serait un retour total au monde d'avant en matière d'octroi de financement. J'ai peur que ce soit pas compliqué. On est bien d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on milite. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le monde a changé. Tous les acteurs le disent. On n'est plus du tout dans l'emballement et la bulle immobilière qu'on a connue en 2019 quand le Haut Conseil de stabilité financière a édicté ses recommandations. 4 ans plus tard, force est de constater que tout s'est bien calmé, c'est bon, on a le résultat attendu. Laissons aux banques faire leur job, laissons aux professionnels la possibilité de faire leur métier. Une banque, c'est un établissement qui prend du risque. Ouais, alors quand même, justement, je vous interromps Cécile, et ça sera peut-être juste très rapidement, parce qu'on n'a pas abordé la question de la rénovation. Les banques, elles financent la réno aujourd'hui? Parce que c'est ça quand même aussi le sujet. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas de chance, on a tout en même temps. En fait, quand vous avez des conditions de financement qui se contractent, que vous avez la volonté des banques de maîtriser leurs risques, naturellement, elles sont hyper vigilantes sur ce qu'elles financent. Alors oui, elles vont financer si vous avez la capacité de le financer. Si vous n'en avez pas les moyens, elles n'iront pas. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin des recommandations du HCSF, puisque les banques font très bien leur job toutes seules. Libérons le marché du crédit, ça ira déjà beaucoup mieux. Et puis, un problème. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non, je reste, Cédric. Ah non. Je ne pars pas. Allez, on reste. Allez, on fait une merci. Ouais, c'est ça. Ils vont me bâillonner. Bon, voilà. Bah écoutez, ça prouvera qu'il faut faire plus long. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Cécile Rocklor donc pour Empruntis, Stéphane Descartier, la Maison de l'Investisseur, Charles Marinakis pour Century 21. Merci Jean-Louis. Merci Marie. Avec plaisir. On se retrouve lundi. Évidemment. Pas la même place du coup. Non, pas la même place, mais ça reviendra peut-être. Dans un instant, on reprend entre guillemets le fil normal de BFM Patrimoine, mais l'IMO reste à la une de BFM Business, puisque vous avez rendez-vous à 13h avec 90 minutes business qui parle également de cette crise immobilière. Et Jean-Louis répondra à vos questions d'ailleurs. Jean-Louis Dell'Oro. Vous voyez, elle veut me bâillonner. À tout de suite. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur